Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de la revue de presse économique sur les antennes de Frika TV. Débutons cette nouvelle édition en Afrique du Sud avec Business Day qui nous informe sur la situation de la compagnie sucrière sud-africaine. En effet, Tongaat Hulett est en bataille pour réduire les coûts d'un 1 milliard de rands. Le journal nous explique que des agriculteurs ont parlé d'une réforme ambitieuse et l'accent sera mis sur le fraisage et le raffinage. La compagnie a donc esquissé les grandes lignes d'un ambitieux programme de réduction des coûts visant à économiser environ 1 milliard de rands dans le cadre des efforts déployés par une nouvelle équipe de direction pour assainir le bilan du producteur de sucre après avoir découvert des pratiques comptables suspectes. La marche du pouvoir montre que la ville n'a pas de cœur, c'est la une de Cape Argus ce matin. Les groupes de pression s'opposent à l'augmentation de l'inflation. Les résidents de la ville de la CEP seront tout de même forcés de puiser davantage dans leurs poches après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs d'électricité au début de ce mois. Notons que les nouvelles augmentations vont de 8,88% à 13,37%. On poursuit avec Cape Times. 11 personnes tuées dans des fusillades de masse à Philippe, en Afrique du Sud. Il s'agit de 11 personnes tuées en moins de 24 heures ce week-end et les résidents ont pris d'assaut le poste de police pour exiger des mesures. La fusillade a eu lieu quelques heures après que les corps de 6 femmes âgées de 18 à 26 ans ont été retrouvés avec des blessures par balle dans le quartier informel de Marcus Garvey. Le mobile de ces coups de feu sont toujours l'objet d'une enquête policière intensive. Ramaphosa, ayant pour parler sur l'énergie, nous informe The Herald ce matin. Le président Mnangagwa a eu hier des entretiens bilatéraux fructueux avec son homologue sud-africain, le président Cyril Ramaphosa, afin de trouver des solutions durables aux problèmes d'approvisionnement en électricité au Zimbabwe, ouvrant ainsi la voie à une prochaine rencontre des responsables des deux pays pour un nouvel arrangement en matière. Au Cameroun, le tabloïd d'expression anglaise The Sun nous apprend que le président camerounais Paul Biya est de retour après un séjour turbulent à Genève en Suisse. L'essentiel du Cameroun s'y intéresse aussi en y faisant sa une et titre Le retour du bien-aimé, la suite dans votre journal en page 2. Le quotidien de l'économie s'intéresse quant à lui ce matin à Tahir Amir Nguilin, calculé pour repositionner le Tchad dans la CEMAC. Il a pris officiellement le service à la tête du ministère des Finances et du Budget, après avoir été au poste de vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale de juin 2010 à juin 2016. Jeune Afrique parle Dangote tout-puissant ce matin. Pourquoi tout-puissant? Le journal dit que l'homme le plus riche d'Afrique pourrait multiplier les revenus de son groupe par 5 grâce à de nouveaux projets. Mais l'irrésistible ascension de ce capitaine d'industrie, prêt à tout pour étendre son empire, n'est pas sans susciter certaines critiques. Plus d'éléments dans votre hebdomadaire. Comment comprendre la pénurie des devises, défi actuel mais le sujet à table ce matin? Selon des spécialistes, la crise des devises résulte des coûts de matières premières, la faible capacité d'exportation des pays de la zone et le non-rapatriement des devises par les chefs d'entreprise et des entreprises commerciales. Mbanza Congo, déclassifié par l'ONU, exclu, nous apprend le journal de l'Angola. La ministre angolaise de la Culture, Maria Piedade de Jesus, a exclu hier la possibilité que l'UNESCO relègue Mbanza Congo sur la liste noire du patrimoine mondial de l'humanité pour non-respect des recommandations de la conférence de Cracovie, Pologne, en 2017. Elle a fondé cette conviction sur le fait que
Les recommandations émises par cet organe à la lumière de la préservation et de la conservation du centre historique de la ville des rois du Congo sont respectées. Le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine se concrétise à Niamey. Sidouaya en parle. C'est sous de vifs applaudissements que Mohamedou Bouhari et Patrice Talon ont signé l'accord portant création zone de libre-échange continentale. La cérémonie symbolique a eu lieu le 7 juillet dernier lors de l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Niamey. De retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous présenter pour les commentaires M. Simon Yefou, historien, écrivain et économiste, et M. Aloys Onana, journaliste et directeur de publication de l'économie du Cameroun. Bonjour à vous deux, messieurs et messieurs, et bienvenue sur le plateau de la revue de presse africaine. Bonjour Suzanne, et merci de m'avoir invité sur votre plateau de la revue de la presse. Je dis aussi bonjour à mon copanéliste. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui suivent Frika TV, surtout à tous les panafricanistes qui croient, comme nous, que c'est aussi et surtout par la communication que nous gagnerons le combat du panafricanisme. Bonjour, monsieur Aloys. Bonjour à vous, Suzanne. Merci de l'amitié que vous me faites, n'est-ce pas, me convient sur ce plateau. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à monsieur Yefou, que j'ai connu il y a de cela très longtemps, dans le cadre d'autres reportages ayant lien à l'histoire. Donc, très heureux d'être là ce matin afin de partager avec ceux qui nous suivent l'actu économique, l'actu dans son ensemble. Merci et bienvenue à vous. Alors, ma première question se dirige vers vous, monsieur Aloys Onana. Quel commentaire vous inspire cette décision historique, d'autant que l'Afrique vient de franchir à Niamey, au Niger, un pas très décisif dans la libre-échange continentale? Bien, a priori c'est une décision, un acte, n'est-ce pas, qui devrait amener peu d'un Africain, n'est-ce pas, à applaudir les deux mains, vraiment applaudir de tout rompre, au regard des retombées, n'est-ce pas, que pourraient engranger des liens commerciaux entre des pays africains, des liens commerciaux plus gais, plus faciles, plus détendus entre des pays africains. Donc du coup, logiquement, tout Africain qui aime les questions économiques et les questions commerciales devrait en être fier. Maintenant, il y a une différence fondamentale à faire entre les applaudissements et puis les discours et le vécu sur le terrain. La zone de libre-échange continentale est appréciée jusque-là. Je pense que l'idée a été du moins un peu concoctée par M. Kagame, que nous connaissons très bien. Maintenant, ce qui risque de faire problème, c'est déjà des soucis qui sont relevés au sein même parmi les chefs d'État. Vous savez, quand on évoque des questions douanières, les gens sont convaincus que la douane est beaucoup plus une source de revenus qui doit amener les États des uns des autres à se faire de l'argent. Bon, maintenant qu'il est question qu'on essaie un tout petit peu de revoir ces tarifs douaniers afin de permettre aux opérateurs économiques, n'est-ce pas, de pouvoir se mouvoir d'un côté comme de l'autre. C'est à ce niveau-là que j'aperçois déjà le premier goulot d'étranglement. Le deuxième, peut-être, c'est au niveau des échanges eux-mêmes, la quantité des échanges. Lorsqu'on prend un cas comme l'Afrique centrale des 6 États, vous avez des échanges qui sont à peine 3%. On est parti de 12% en 1995, on est retombé à 7% dans les années 2000, on est carrément tombé actuellement entre 2% et 3%. Là, c'est l'Afrique centrale. Maintenant, lorsque vous allez un peu plus au nord, vous avez là-bas, on est à peu près à 9%. Je pense qu'en 2000, on a atteint le sommet de 45%. Vous voyez, c'était vraiment très, très fort. Maintenant, lorsqu'on sort un peu du continent, vous vous rendez compte qu'en Europe uniquement, par exemple, c'est 70%, n'est-ce pas, des échanges. Pas besoin d'être un économiste hors pair de la trame de DSK, Strauss-Kahn ou encore Alaka pour comprendre quelles peuvent être les retombées hautement bénéfiques des échanges commerciaux. C'est que non seulement vous avez des produits
qui peuvent circuler aisément, mais il y a la main-d'œuvre même qui peut facilement donc, passer d'un côté comme de l'autre. Donc les retombées sont profondément nombreuses. Mais maintenant, en Afrique, il y a beaucoup trop de problèmes d'égoïsme et puis de lenteur. On est lundi aujourd'hui, ça fait 2 jours, on a été à la réunion de la CEMAC, bref CEMAC, c'est-à-dire le programme de réforme économique de la CEMAC. Et eux-mêmes, ils savent ils ont su bien faire eux-mêmes leur confession. Dire qu'en vérité, en zone CEMAC, lorsque vous avez un projet intégrateur, c'est-à-dire qui doit lier 2 pays, il prend souvent des délais anormaux. Vous avez des projets qui font 3 ans, uniquement au niveau de la conception, qui font encore 5 ans. Vous voyez, donc, quand on évoque aujourd'hui de la zone de libre-échange continental, j'ai envie de dire, l'idée en elle-même, elle est salvatrice, mais maintenant, il faudrait qu'on sache secouer l'Afrique pour que les démons de la lenteur, de la corruption, des infrastructures qui manquent soient enfin sortis de là. Parce que quand on évoque des échanges, tout passe beaucoup plus par la route, par la mer et aussi peut-être de manière partielle par les airs. Maintenant, quand on prend un secteur comme le secteur des routes, vous savez très bien que vous partez de Douala, par exemple, pour N'Djamena, vous avez environ 133 contrôles, carrément. Pour faire le même chemin de Douala pour N'Djamena, c'est presque encore le même nombre de contrôles. Pour arriver encore Soudan, c'est encore un autre problème. Maintenant, aller au Nigeria, bref, je veux dire que lorsqu'on évoque ces échanges, il faut savoir qu'il y a un nombre important de sacrifices à faire. C'est-à-dire quoi, par exemple? C'est-à-dire que les contrôles qui sont devenus source de revenus pour certains, des corrupteurs pour la plupart, qu'on ait le courage de les dénoncer et surtout de savoir les mettre de côté pour que si jamais un opérateur économique congolais, gabonais veut commercer avec le Cameroun, comme c'est le cas actuellement, vous savez bien qu'on importe en moyenne 95 000 tonnes d'huile de palme qui viennent du Gabon. Pour que les Gabonais nous envoient leur huile de palme, il faudrait qu'ils soient sûrs qu'en franchissant notre frontière, ils n'auront pas trop de contrôle à affronter. Il y a ces choses-là. Il y a également, quand je parlais des égoïsmes, c'est que lorsque vous avez certains pays, à l'instar de la Guinée équatoriale, qui est sûr que le pétrole, pour elle, est une manne définitive, pérenne, vous voyez. Et lorsque vous lui parlez donc de faire ablation de ces frontières, d'ouvrir largement ces frontières pour laisser circuler les marchandises, ce pays-là peut quand même sursauter. Même si aujourd'hui on parle de l'Érythrée qui n'a pas encore signé, mais il faut dire qu'il y a d'autres pays qui, même s'ils ne le disent pas encore à haute voix, auront encore de la peine à ouvrir carrément pour que tout rentre et que tout sorte comme cela devrait se faire normalement. Merci, Monsieur Aloys. Monsieur Simon Yefou, quel commentaire vous inspire cette décision? Oui, Suzanne, je dirais a priori que c'est une très bonne nouvelle qui nous est venue de Niamey, c'est-à-dire cette création d'une zone de libre-échange sur le continent africain. Et je vais dans le même sens que mon copanéliste, et surtout avec le président Mahamadou Issoufou, qui dans son discours disait que c'est le grand événement, c'est le premier grand événement sur le continent africain après la création de l'OUA en 1963, transformée en Union africaine au début des années 2000. Puisque comment comprendre qu'un continent comme l'Afrique, et je rappelle que les échanges entre les pays africains, c'est seulement 17% du commerce africain. Ça veut dire que l'Afrique commerce avec l'extérieur à 83%, notamment avec les anciennes puissances colonisatrices qui sont dans leur logique de banditisme international, c'est-à-dire qui ne veulent jamais que le continent puisse progresser. Et alors que d'autres continents comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique également commercent généralement, majoritairement entre eux. C'est-à-dire les grands échanges entre des pays asiatiques se déroulent entre les pays asiatiques. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose en Amérique. Il n'y a que l'Afrique dont le commerce est extraverti, presque totalement, je dis à 83%. Et généralement, quand vous commercez de cette manière-là, comme l'Afrique est
majoritairement producteurs de matières premières, que ce soit les ressources minières ou bien les matières premières agricoles. Ces produits-là sont donc vendus à l'état brut et pratiquement à vil prix pour enrichir les autres pays du monde, les grandes puissances qui sont déjà riches et qui entendent s'enrichir davantage. Donc, il est question que les Africains apprennent à commercer entre eux. Et on a déjà fait des émissions ici sur le cacao. Vous voyez, dans la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, qui sont de grands producteurs de cacao, gagneraient à produire du chocolat et à faire la promotion de ce chocolat dans les autres pays africains qui, malheureusement, importent plutôt leur chocolat de l'étranger, alors que la matière première qui sert à la fabrication de ce chocolat est cultivée sur le continent africain. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le continent africain. Malheureusement, c'est le bémol que je vais mettre là-dessus. Il faut dire que ce sera une œuvre de longue haleine, et pour ne pas dire que si les vieux démons du passé sont encore là, c'est que c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, parce que je vais aller dans le même sens que mon copanéliste, puisqu'il y a beaucoup de pesanteurs qui sont sur la voie de cette création d'une zone de libre-échange sur le continent africain. Je commence d'abord par les pays qu'on appelle les grandes puissances du continent africain, qui se sont fait tirer par les cheveux pour adhérer même à cette entreprise de création d'une zone de libre-échange sur le continent africain. Ce n'est que hier que Mohamed Bouhari, le président du Nigeria, la première puissance africaine, a cru devoir signer cette zone de libre-échange. Après aussi les réticences des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, tout cela, ces grands du continent qui devraient servir d'exemple, c'est eux, ce sont ces pays-là qui risquent de faire échouer ce processus-là. Ça veut dire qu'ils entrent dans ces zones de libre-échange avec toutes leurs réserves et ne seront pas prêts à coopérer à 100% pour le fonctionnement de cette zone de libre-échange. Je vais aussi dans le sens où les infrastructures sur le continent africain seront un grand handicap pour la mise en place de cette zone de libre-échange. Parce que on a pris l'exemple de la route, le corridor Douala-N'Djamena, qui s'étire sur 1500 km avec toutes les tracasseries qu'il y a en route. Et on a essayé de faire une comparaison, c'est-à-dire un produit importé qui arrive au port de Douala à destination du Tchad va coûter beaucoup plus cher qu'un même produit qui vient de Hong Kong, par exemple, qui est situé à 10 000 km du Cameroun. Ça veut dire que le commerce à l'intérieur des pays africains, c'est-à-dire avec les difficultés de transport, font en sorte que ce produit va revenir plus cher par rapport à un produit chinois venu d'un port comme Hong Kong pour Douala, qui va coûter moins cher. Ce sera donc un grand handicap pour que cette zone de libre-échange puisse réussir. Bon, il y a également d'autres pesanteurs. On a parlé des identités nationales, des replis identitaires, des actes de xénophobie, carrément. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où les Sud-Africains, oubliant tout ce que les Africains avaient fait pour les aider à sortir des griffes de l'apartheid, se sont mis à faire une chasse, une véritable chasse aux ressortissants des autres pays africains. Bon, bien sûr, je ne suis pas là pour cautionner c'est-à-dire des actes, puisque bon, ils se basent sur le fait que certains ressortissants d'autres pays africains viennent dans leur pays pour perpétrer des actes qui ne sont pas très catholiques, s'il faut le dire. Malheureusement, ils mettent finalement tout le monde dans le même panier et se mettent à faire la chasse aux ressortissants des autres pays africains. Donc, des actes pareils sont des handicaps sérieux pour la mise en place de cette zone de libre-échange sur le continent africain. Bon, sinon, les pesanteurs, ces pesanteurs du passé gagneraient donc à être supprimés. Sinon, on va aller dans le même sens parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on nous annonce, c'est-à-dire au début des années 80, nous avons déjà parlé d'une communauté économique africaine lors d'un sommet de l'OUA qui s'était tenu à Lagos, au Nigeria, une communauté économique africaine qui n'a pas pu fonctionner, qui n'a même pas eu un début de fonctionnement. Donc, si les mêmes conditions qui étaient là
qui ont empêché la mise en application de la communauté économique africaine persistent jusqu'à nos jours et que les dirigeants africains ne se font pas violence sur eux-mêmes. Les mêmes démons qui ont fait échouer la communauté économique africaine risqueront faire échouer la zone de libre-échange sur le continent africain. Bon, bien sûr, on a des Africains engagés. On a parlé tout à l'heure du président Paul Kagame qui est qui a lancé cette initiative et qui a déjà il y a des chefs d'État africains qui sont avec lui dans ce processus-là. Mais nous savons que le Rwanda, c'est juste un petit État, un micro-État sur le continent africain. Même comme c'est un micro-État qui donne un exemple à suivre par sa manière ses méthodes de gestion qui sont appréciées de par le monde. Donc il est question que les Africains se fassent violence sur eux-mêmes en se disant que le temps, on a déjà perdu assez de temps et qu'il est plus que jamais venu le moment de mettre en application cette communauté économique africaine, cette zone de libre-échange sur le continent africain qui permettra aux Africains de s'échanger les produits entre eux, parce qu'on se rend compte parfois que les gens meurent de faim dans certains pays, alors que dans d'autres pays, on jette les produits alimentaires. Monsieur Aloys Onana, n'est-ce pas là un grand pas vers l'indépendance économique du continent? Indépendance économique, oui, on peut le percevoir ainsi. Mais vous savez, l'Afrique se singularise par de bonnes idées. Depuis 60 au moins, les idées que l'Afrique a eu à émettre sont celles-là qui ont toujours aussi fait frémir le camp d'en face. Quand je parle de camp d'en face, je fais allusion de manière indirecte à l'Union européenne dans son ensemble. Et c'est la même Union européenne qui, lorsque l'Afrique veut donc se mettre ensemble, s'arrange à mettre des petits bâtons dans les roues pour que l'idée qui pourrait permettre à l'Afrique de se développer tombe une fois de plus. Et ma crainte donc, c'est que les sommets se multiplient et qu'au bout du compte, on n'ait pratiquement rien, qu'on ait justement des idées pour des idées, tout simplement. Ça, cela veut dire quoi? Donc, si on veut aujourd'hui commercer de manière uniquement africaine, un commerce intra-africain, on parlait des mécanismes à mettre en place, mais la question fondamentale, c'est que vend-on aux autres? Si je veux coopérer avec des Gabonais, qu'est-ce que je vais leur vendre? Si je veux aller avec les Zimbabwéens, que vais-je leur proposer comme marchandise? Moi qui suis fan, du chocolat ou du cacao, et qui suis, en Guinée équatoriale, suis-je en mesure d'oublier un tout petit peu mon pétrole pour acheter du bon chocolat chez les Ivoiriens? Les consommateurs de vin, il y en a assez sur le continent. Est-ce que des pays africains peuvent le produire abondamment? Oui, ça j'en ai vu dans plusieurs pays. Le plus grand pays, là où j'ai vu du bon vin, c'est en Afrique du Sud. Et très bon prix également. Maintenant, la question fondamentale, c'est que vend-on aux autres? Donc aujourd'hui, cette question-là me fait dire que si on a seulement la zone de libre-échange continentale qui est sagement déployée, sans développer l'industrie, eh bien, on va à la longue se fatiguer à consommer les mêmes choses tout le temps. Et une fois de plus, on va se retourner vers l'extérieur. Parce que l'extérieur se contente ou se complaît à voir l'Afrique consommer uniquement ce qui vient d'ailleurs. Et pourquoi l'Afrique? Et pourquoi? Parce que ça lui fait beaucoup d'argent. Lorsqu'on parlait de la semaine dernière, je pense qu'on parlait des devises qui manquaient. C'est que justement, on a de la peine à renflouer nos caisses. Il faut tout le temps importer. Et évidemment, la question, je veux dire quoi? Le problème fondamental, c'est qu'on importe un peu trop. On importe un peu de tout, jusqu'au cure-dents. Les cure-dents, les jouets, tout ce que vous pouvez imaginer vient de l'extérieur. Et ça fait donc la joie des autres. Si l'Afrique veut donc que sa zone de libre-échange continental soit une zone de libre-échange bénéfique, honnêtement bénéfique, il faudrait que les pouvoirs qui étaient à Niamey, s'arrangent à créer chacun dans son pays une industrie formidable qui fera que
les gens soient moins dépendants, sinon même entièrement indépendants de l'extérieur. Que le riz que nous importons tout le temps, là, nous soit produit localement. Que le maïs que nous consommons abondamment, tous les jours ailleurs, vous savez que les entreprises brassicoles, brasseries par exemple, nous font consommer de la bière tous les jours. Et à chaque seconde qui passe, il y a au moins 2 Camerounais qui sont ici quelque part buvant de la bière. Il ne s'agit pas du maïs local. Le maïs local est produit très faiblement. La demande locale est de 2,2 millions de tonnes. La production, la demande est de 2 millions de tonnes, alors qu'on devrait logiquement être à 2,8. Que font donc les brasseries très souvent? Ils sont obligés de passer par l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, bref, l'Afrique de l'Est pour nous ravitailler ici en maïs. Est-ce que la zone de libre-échange nous permettra de produire localement du maïs qu'on pourra revendre dans d'autres pays? C'est des questions fondamentales auxquelles on doit répondre. Donc, en un mot comme en mille, les idées liées à la zone de libre-échange sont toutes salvatrices, mais seulement il y a une série de décisions sages à prendre pour que cette zone de libre-échange-là existe. Autant il y a des questions douanières que j'évoquais précédemment, mais également autant il y a des questions d'industrie, il y a l'accès à la terre d'un pays comme de l'autre. Est-ce que moi qui veux aller développer l'agriculture au Congo, au Brazzaville, est-ce qu'il peut aller là-bas et tranquillement développer ce que je voudrais développer comme industrie et c'est pas trop agricole? Ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte pour que cette zone, ce que je produis au Congo, puisse être vendu ailleurs et ailleurs. Maintenant, vous voyez que la zone en elle-même, elle est saluée de tous, mais seulement lorsque vous prenez un peu un cas comme l'Europe, on parlait de l'Europe qui commerce entre elles à 70%, c'est que justement, chacun est en mesure de proposer quelque chose à ses voisins. Vous voyez, on sait très bien que lorsqu'on parle du vin, je parlais de l'industrie, je crois que c'est Vinocol, je crois que c'est Vinocol. On sait bien que ce sont les Espagnols qui font du très bon vin en Europe. Ils le vendent à qui? Ils le vendent à la France. La France également fait partie des meilleurs quand même. Et elle vend ça à qui? Elle vend ça justement aux Africains parce que nous, on ne produit pas localement du vin, on l'importe. Et si aujourd'hui on cesse de consommer, ils auront beaucoup de problèmes. Donc, il faudrait que tout ce qui nous amène à être hautement dépendants de l'extérieur soit produit localement pour que cette zone de libre-échange ait toute sa valeur. Sinon, on va se fatiguer et on sera encore une fois de plus obligé de regarder vers l'extérieur, ce qu'il faut éviter. Monsieur Aloys Nana, alors je vais sortir de ce programme avec cette dernière préoccupation. Monsieur Simon Yefou, est-ce que le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine s'est vraiment concrétisé à Niamey? Oui, Suzanne, j'ai dit tout à l'heure que je devais aller dans le même sens, je pouvais aller dans le même sens que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui dans son discours a dit que effectivement, ce sont les idées qui avaient été développées par les pères fondateurs africains du panafricanisme, les Kwame Nkrumah, les Haïlé Sélassié, les Gamal Abdel Nasser et consorts, que c'est cela qui se concrétise. Malheureusement, on est tenté de mettre toutes les réserves pour ne pas être toujours en train d'être surpris à la dernière minute, parce que ce ne sont pas les idées qui manquent dans ce continent. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Malheureusement, on ne les concrétise pas sur le terrain. Vous voyez, parce que le continent africain, qui est déjà peuplé d'1,2 milliard d'habitants, imaginez que cette zone de libre-échange puisse fonctionner effectivement. Ça va devenir le plus grand marché du monde qui ne pourra être concurrencé que par le marché chinois ou bien le marché indien. Et vous savez que la Chine est une puissance mondiale, d'abord parce que les Chinois sont d'abord les consommateurs de leurs propres produits.
Donc la Chine produit d'abord pour les 1,3 milliard de Chinois avant de s'intéresser au reste du monde. C'est ce qui est l'un des éléments fondateurs de la puissance chinoise. Or, sur le continent africain, on est juste jusqu'à présent c'est-à-dire cloîtré dans l'économie coloniale. Ça, c'est l'économie coloniale qui se poursuit jusqu'à nos jours. Parce que jusqu'à présent, le continent africain se présente comme un réservoir de matières premières pour les anciennes puissances colonisatrices, un marché de consommation pour leurs produits manufacturés. C'est ce qui est prévalent pendant la période coloniale, c'est ça qui se poursuit encore jusqu'à nos jours. Et si on ne prend pas garde, ça va encore se poursuivre. Je veux donc dire qu'il faut, pour que ces idées qui avaient été défendues par le père fondateur du panafricanisme soient véritablement concrétisées, il faut une véritable révolution économique sur le continent africain. L'Afrique ne doit plus être seulement un marché de consommation, mais aussi une zone de production. C'est-à-dire ces produits qu'on doit échanger, on ne doit pas importer les produits de l'étranger, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, pour commercer entre nous. Ce sera faire plutôt les affaires des autres. Il est question que les Africains produisent eux-mêmes leurs propres produits, qu'ils commercent entre eux. Or, c'est cela qui fait défaut jusqu'à présent. Donc, les Africains sont encore empêtrés dans l'économie coloniale des commerçants, c'est-à-dire qui importent les produits manufacturés pour vendre leurs matières premières à vil prix. Et dans la stratégie de la détérioration des termes de l'échange, les Africains sont largement perdants parce que vous vendez votre produit à vil prix. Ce même produit est transformé et vous est revendu 10, 50, 100 fois plus cher. Donc, d'où la justification de l'appauvrissement continu de ce continent. Donc, il est question que les Africains, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fassent violence sur eux-mêmes pour une véritable indépendance économique tant recherchée. Parce que les pères fondateurs du panafricain, Kwame Nkrumah, avaient dit que tant que l'Afrique ne s'unit pas, il n'y aura pas de développement de ce continent. Tant que les frontières tracées par les colons au Congrès de Berlin en 1885 ne sont pas effacées, on ne peut pas aboutir au développement de ce continent. Bon, malheureusement, cette idée de création de zones de libre-échange sur le continent africain, c'est dans la logique de respect, c'est-à-dire les frontières qui sont déjà là, qui sont déjà une grande barrière, parce que pour que les produits circulent d'un endroit à un autre, on a parlé de tracasserie douanière, il sera encore question de voir comment faire pour lever les barrières douanières, parce que jusqu'à présent, les États ne vont pas laisser les produits entrer dans leur territoire sans exiger des droits de douane. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est un processus de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain que cette zone de libre-échange va se concrétiser. Il est question de mûrir l'idée de c'est-à-dire de se faire violence, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, pour que un jour, cette zone de libre-échange puisse fonctionner effectivement, car ce sera l'un des grands facteurs de développement du continent africain, que l'Afrique apprenne à vendre, c'est-à-dire que les Africains commercent entre eux et s'échangent leurs propres produits et ne s'intéressent au reste du monde que pour acheter ce qu'ils ne peuvent pas produire. C'est ce qui a fait la fierté, ce qui a fait que les autres continents se développent et aillent plus vite que nous. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore compris cette logique. Ou bien on l'a compris, mais les dirigeants, ceux qui nous dirigent, ne font presque rien pour la mettre en pratique. Et sont toujours empêtrés dans l'économie coloniale qui se poursuit jusqu'à nos jours. Puisque on a parlé tout à l'heure du vin qu'on importe de l'Europe. Peut-être qu'il y a l'Afrique du Sud qui produit du vin, et quelques rares pays d'Afrique du Nord. Or, les conditions climatiques du continent africain, c'est-à-dire même en zone tropicale, permettent de cultiver la vigne. C'est-à-dire, on nous a fait comprendre pratiquement que la vigne est un produit tempéré. La vigne pousse effectivement en zone tropicale. Le Brésil est devenu un grand pays producteur de bons vins.
qui est apprécié à sa juste valeur dans le monde entier. Or, le Brésil est situé en zone tropicale, intertropicale. Voyez? Et on a parlé des céréales tout à l'heure. Le blé, le climat africain permet de produire du blé en grande quantité. Le climat, le sol, ça permet de produire du blé qui vont, c'est-à-dire en produisant le blé en grande quantité, ça va permettre à ce qu'on n'importe plus ces céréales de l'étranger. Les céréales, le riz, le maïs, le blé. L'Afrique dépense des milliards chaque année pour importer des produits qu'elle peut elle-même cultiver. Et c'est un grand manque à gagner. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas du tout se développer. Donc, Suzanne, pour que les idées défendues jadis par les pères fondateurs du panafricanisme soient véritablement concrétisées, les dirigeants africains doivent taire leurs égoïsmes, doivent taire leur volonté hégémonique, doivent taire leur lutte d'influence pour se battre désormais pour le bien des Africains et pour le futur des Africains à qui on ne doit plus, c'est-à-dire les Africains qui vont vivre dans quelques générations ne doivent pas avoir des dettes à rembourser, puisqu'on est en train de leur réserver plutôt les dettes qu'ils doivent rembourser, alors que dans d'autres pays, on garde de l'argent pour ces générations futures. Merci M. Simon Yefou d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la revue de presse africaine sur Africa TV. Merci également à vous, M. Aloys Nana, d'avoir participé à cette production. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle production, toujours sur Africa TV. Merci.